Bon, eh bien, il est 12h02, 18h02 chez vous, Catherine. Nous allons pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cet événement donc, du réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Nous sommes donc le 3 octobre aujourd'hui et ça me fait plaisir de vous souhaiter à toutes et tous un bon mois de l'économie circulaire pour commencer. Pour ce mois un petit peu spécial, ça a été l'occasion et à l'occasion de cette rentrée scolaire, le réseau vous a contacté une programmation qui est assez enrichissante en termes de contenu. Et aujourd'hui, pour commencer en beauté cette série, on a la chance d'accueillir ici Catherine Chevauché. Catherine, déjà un grand merci de t'être jointe à nous, malgré toutes les contraintes en plus de décalage horaire. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, Catherine est la directrice de l'économie circulaire chez Veolia France, qui est une entreprise spécialisée dans les services liés à l'eau, aux déchets et à l'énergie. Et alors Catherine, dans le cadre de ses fonctions, elle a été nominée présidente du comité technique ISO, qui a été en charge de la rédaction des normes en économie circulaire, qui ont, elles, impliqué la participation de plus de 80 pays différents, dont notamment le Canada. Donc, la rédaction de ces normes, c'était tout d'abord l'objectif d'établir des définitions, des principes, mais aussi des cadres pour la mise en œuvre à la fois de modèles d'affaires circulaires, mais aussi des cadres de mesure, l'évaluation de la circularité d'un point de vue plus général. Alors, avant de laisser Catherine nous dévoiler un petit peu le contenu de ces normes, juste un petit point sur nos prochains webinaires. Nous avons la grande chance d'accueillir mardi prochain, donc mettez-le à votre agenda le 8 octobre. Pendant l'heure du lunch aussi, nous accueillerons un expert du prestigieux institut britannique Chatham House, qui va notamment nous parler de la feuille de route mondiale en économie circulaire inclusive. C'est un document qui a été lancé aux Nations Unies la semaine dernière et qui vise à harmoniser, comme les normes ISO finalement, les efforts mondiaux en matière d'économie circulaire. Donc ce sera le 8 octobre. En parallèle de ça, le 12 décembre, nous recevrons également Nadejda Ulstrup Hansen, qui, elle, est chargée projet au sein de la très célèbre, que vous connaissez sûrement, Symbiose industrielle de Kalundborg. Elle va aborder notamment toutes les étapes de développement, les points clés pour notamment reproduire le modèle et tous les enjeux qui vont avec. On vous a mis dans le chat le lien justement de tous les événements du réseau, si vous souhaitez vous y inscrire. Je vais vous informer aussi que cette présentation est enregistrée et donc sera disponible à la rediffusion sur notre site web d'ici les prochains jours. Et je vous invite également à conserver toutes vos questions pour la fin du webinaire, en fait la fin de la présentation de Catherine qui devrait durer environ 30 minutes, ou bien de les inscrire dans le chat au fur et à mesure et nous pourrons ensuite avoir une période d'échange avec Catherine pour y répondre. Eh bien, Catherine, je te laisse la parole. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup Maëlle. Et puis, je suis ravie d'être avec vous pour partager ces travaux qui ont donné lieu à des publications là au mois de mai dernier. Donc l'ISO, je le présente rapidement, mais l'ISO, c'est une organisation qui regroupe les différents organismes de normalisation nationaux. Donc, dans le cas du Canada, c'est le Standard Council of Standards qui est membre, donc le CSCC, pardon. Et chaque pays a son organisme de normalisation national et c'est eux qui mandatent en fait les experts qui vont venir écrire tous ensemble sur un sujet en particulier. Donc l'idée, c'est d'être tous d'accord sur le sujet. Alors, on a décidé de travailler sur l'économie circulaire parce que, comme vous le savez, hein, aujourd'hui, on est dans une économie clairement linéaire. Donc, ça veut dire qu'on extrait des ressources de notre environnement. Donc, des ressources, ça peut être de l'eau, ça peut être de la biomasse, des poissons, du bois, des matières fossiles, des minerais, etc. On produit ce qu'on veut produire dans nos usines, nos services. On utilise tout ça et puis on génère un maximum de déchets et on croule sous ces déchets. Et ce faisant, en fait, on porte atteinte à l'ensemble des limites planétaires qui font le cadre, qui rendent notre planète habitable. L'une des limites, elle est bien connue, hein, c'est les émissions de gaz à effet de serre, donc le changement climatique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la biodiversité qui diminue inexorablement. On a aussi le fait qu'on produit des entités chimiques qui arrivent dans l'atmosphère, dont on ne sait plus que faire. On perturbe le cycle de l'eau.
etc., etc. Le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, etc. Donc, face à ça, une solution pourrait être la mise en place de l'économie circulaire, c'est-à-dire de considérer les déchets comme des ressources qu'on peut valoriser et donc essayer les plus possible de les réutiliser, les partager, le reconditionner, etc., etc., tout en régénérant les écosystèmes de façon à avoir un impact moins négatif et plus positif sur notre environnement. Donc ça, c'est bien l'idée de l'économie circulaire et ça nécessite pas seulement des solutions techniques qui existent, aujourd'hui, mais ça nécessite aussi beaucoup de collaboration, beaucoup de partage et donc de réfléchir sur une chaîne de valeur et plus simplement dans, le cadre, de sa propre organisation, que ce soit une organisation publique, ou privée. Aujourd'hui, au niveau de l'économie circulaire, il y a 102 pays autour de la table. On a commencé à une quarantaine, il y a 4 ans, 5 ans, quand on a commencé les travaux. On est 102 aujourd'hui, donc ça veut dire que tous les continents sont représentés. Il y a vraiment, voilà, il y a une variété de pays et on a 19 organisations internationales qui nous ont rejointes et ces organisations internationales, c'est le, World Business Council for Sustainable Development, par exemple, ou la Fondation Ellen MacArthur ou, la les douanes internationales, l'Organisation internationale des douanes. Voilà, c'est ce genre d'organisation qui travaillent, avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a produit, jusqu'à présent? Eh bien, on a produit, 3 normes, 4 normes même maintenant. Donc les normes qui sont soulignées, la norme ISO 59004. Les normes ISO, les normes internationales ont toujours un numéro, hein. Donc c'est la série 59000 pour nous. 59004 dans laquelle on va retrouver, des définitions, les principes et les actions à mettre en œuvre dans nos organisations, pour, aller vers de l'économie circulaire et intégrer l'économie circulaire à nos modes de production. Donc je vais les entrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. On a publié aussi au mois de mai de cette année la norme 59010 qui est plus dédiée au modèle d'affaires, et comment on fait cette transition entre un modèle d'affaires linéaire pour aller vers un modèle d'affaires plus circulaire. On a publié aussi la 59020 qui concerne, elle, les indicateurs et la mesure. Comment on s'assure qu'on est sur la bonne route, sur le bon chemin et quelle performance finalement circulaire on atteint. Et puis on a publié là le 1er octobre, dernier, la norme 59014, là qui est à droite, sur l'écran, qui concerne la durabilité, la traçabilité, des matières secondaires et donc les principes de valorisation de ces matières secondaires. Et puis on a une norme qu'on est toujours en train de travailler, qui est la 59040, qui concerne spécifiquement les produits, contrairement aux autres où on est sur les produits et les services. 59040 spécifiquement sur les produits et les données que des produits doivent intégrer, pour être, le plus recyclable, réparable, réutilisable possible. Voilà donc, d'un coup d'œil ce qu'on a fait. Alors si on rentre un peu plus, précisément, dans la définition de l'économie circulaire, ce qu'on va retrouver dans la norme, y compris le schéma que vous avez là, qui se retrouve dans la norme, un schéma qui signifie que notre système économique, en fait, il est embarqué dans notre système social, sociétal, qui lui-même est embarqué dans et se situe dans notre système environnemental et donc quand on porte atteinte à l'environnement, comme on le voit avec les limites planétaires ou avec la réduction des ressources, hein, quand on porte atteinte à notre environnement, bah, finalement, on porte atteinte à nos systèmes sociaux et on porte atteinte, par ricochet à notre système économique. Donc c'est ces interactions-là, qu'il faut avoir en tête et c'est pour ça que, on travaille sur l'économie circulaire avec la définition que vous voyez, à l'écran. Donc avec, un système c'est un système économique, hein, avec une pensée systémique, holistique, avec dans l'idée de maintenir le maximum possible les ressources en vie entre guillemets, mais dans des flux, pour les réutiliser le maximum, avant leur destruction. Donc conserver leur valeur, voire l'augmenter, tout en contribuant au développement durable parce qu'il y a une partie sociale dans cette affaire.
Et donc, les ressources, c'est à la fois des stocks, hein, les stocks de forêt, les stocks de poissons, par exemple, comme ce dont je parlais tout à l'heure, mais aussi les flux, ce qui rentre dans votre organisation, ce que vous achetez pour produire vos produits, les matières premières, etc. Donc, des stocks, des flux. Et l'idée, c'est de faire en sorte que on utilise le moins de matières vierges possible, de ressources vierges possibles, parce que c'est celles-ci qui sont en diminution, en augmentant la circularité et en créant des boucles pardon, les plus fermées possibles pour réduire notre production, notre génération de déchets, nos pertes et nos rejets dans notre environnement et dans notre système économique. Alors, dans la norme, on a aussi décrit des principes qui font qu'on est circulaire. Donc il y a cette pensée, systémique, donc sortir de ces frontières, classiques et adopter une approche long terme, une approche sur le long terme. Hem, on sait très bien que dans nos organisations privées, on a une vision très court-termiste des choses, parce qu'il faut que ça rapporte tout de suite et c'est une vision à 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le meilleur des cas, mais c'est assez court-termiste. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer pour avoir une vision long terme qui soit beaucoup plus orientée, comme on le fait pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, hein, où on est capable de dire: «Ben, à l'horizon, 2050, par exemple, il faudra que mon organisation soit neutre en carbone». Bon, bah, ça veut dire qu'on fait des plans long terme. Il faut aborder la même façon l'économie circulaire. Après, on veut créer de la valeur et partager cette valeur. Donc créer de la valeur, c'est utiliser les ressources de façon le plus efficace possible pour, en gaspiller le moins possible déjà et en ponctionner le moins possible dans, l'environnement. Et il faut partager la valeur également. Donc c'est une histoire de comment on collabore avec, ses fournisseurs, avec ses clients sur une chaîne de valeur en fait, pour sortir des limites de sa propre entreprise et aller vraiment sur cette chaîne et partager la valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué, aussi. Enfin, vous verrez, l'économie circulaire, c'est pas simple. Et puis on a 2 principes qui sont orientés ressources, donc la gestion des ressources avec toutes les boucles qu'on peut faire pour ralentir un maximum la destruction de matière, en fait. Je vais vous donner des exemples, juste après. Et puis tracer, ces ressources, être capable de partager les informations parce que si on veut utiliser un produit le plus longtemps possible ou être capable de le réparer, bah, il faut savoir ce qu'il contient. Donc c'est vraiment, cette histoire de données et de partage d'informations sur une chaîne de valeur est importante. Et il faut toujours avoir en tête que, il y a les écosystèmes qu'il faut contribuer à régénérer, les sols, hein, les sols qui sont des impensés de nos systèmes de production actuels. Mais les sols, il faut arriver à les régénérer, il faut arriver à régénérer l'eau, les masses d'eau, alors en fonction des endroits, sur la planète, hein, les choses sont pas toutes équivalentes partout, mais il y a des endroits où, on a porté atteinte de façon outrancière, aux masses d'eau et puis il faut régénérer la biodiversité. Voilà pour les principes. Alors après, quel type d'action on peut mettre en œuvre pour switcher pour transitionner vers l'économie circulaire? Donc il y a tout un tas d'actions, hein, qui vont de la conception, comme vous le voyez là, de la conception en tenant compte les principes que j'ai cités tout à l'heure, quand on va concevoir un produit, penser sa fin de vie. Donc ça, c'est des choses que certains, font déjà, hein, bien sûr, mais c'est systématiser cette approche-là. Systématiser son approvisionnement aussi en matière. Est-ce que je peux m'approvisionner plutôt que de plastique vierge, de plastique, recyclé? Est-ce que je peux prendre des matières plutôt biosourcées que des matières, fossiles? Vous voyez, des choses comme ça aussi. Repenser ses achats, comment on achète les choses. Est-ce que je peux acheter des choses, qui soient, j'ai besoin d'acheter, par exemple, des téléphones, pour, mes employés. Bah, est-ce que je peux avoir des téléphones qui soient reconditionnés plutôt que des neufs? Voilà, donc c'est partout où on va voir un impact comme ça sur cette ressource pour ponctionner le moins possible dans les ressources vierges.
Optimiser les processus, bah, c'est dans nos modes de fabrication. Ça, on y pense assez souvent, mais quand même, il faut pousser le curseur. Est-ce que je suis capable, de faire la même chose que ce que je fais, mais avec des consommations énergétiques beaucoup moindres et avec des consommations énergétiques plus renouvelables que pas renouvelables? En réduisant les consommations d'eau que je fais également, voilà. Les symbioses industrielles, régionales ou urbaines, donc ça, vous allez avoir, je viens d'entendre une présentation, de l'historique, hein, Kalundborg, bientôt, la semaine prochaine. Donc ça, c'est une vraie symbiose industrielle. C'est comment sur un territoire, avec différentes activités, on est capable de, s'échanger de la chaleur, s'échanger de l'eau. Les déchets des uns sont les ressources des autres, vous voyez? C'est tout ça, mais comment on arrive vraiment à le mettre en œuvre? Parce que ça, c'est vrai, on n'y pense pas non plus tout le temps, mais ça veut dire qu'il faut, s'ouvrir à son territoire, regarder ce dont il a besoin, pour être capable de mutualiser finalement cette gestion, de flux. Et puis dans conserver la valeur, on a toutes les actions, alors premièrement de réduction, ça c'est important et même avant la réduction, il y a un mot là sur la partie gauche de l'écran qui est refusé. Mais donc réduire, est-ce qu'on est capable de réduire les consommations de ressources qu'on utilise pour produire tel produit? Et finalement, se poser même avant la question, le produit qu'on veut produire apporte-t-il réellement, un mieux par rapport à l'existant? Et c'est pour ça qu'on a refusé en fait. Parce que la première chose, la première étape, c'est de se dire: «Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, ou pas?» Vous voyez, j'ai déjà vu des pots de fleurs connectés. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des pots de fleurs connectés. Voilà, ben, OK, il y a des choses qui sont essentielles et il y a des choses qui ne le sont pas. Sauf que quand on fait un pot de fleurs connecté en plastique, même si c'est du plastique recyclé, ça reste un pot de fleurs connecté parce qu'on va pouvoir, donc on n'en a pas besoin en fait et on va avoir une lumière intégrée, on va avoir, un goutte à goutte intégré et cetera. Vous voyez, ça, c'est des choses complètement, pas en phase avec l'économie circulaire. Donc tout ça, c'est les actions qu'on veut essayer de mettre en place. Enfin, auquel il faut réfléchir pour mettre en place l'économie circulaire chez soi, dans son entreprise, dans son organisation, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui peuvent s'adapter à tout. Et puis, gérer la fin de vie, de ces matières, de ces services et cetera et essayer de valoriser au maximum les matières. Tout ça, tout en ayant en tête aussi de la régénération, des écosystèmes. Donc voilà pour la norme en bref, hein, vous pourrez la lire, mais voilà pour la norme 59004. On a une autre norme qui s'appelle 59010, qui traite des modèles d'affaires et là, en fait, cette norme-là donne un guide, c'est un guide de lecture, en fait, pour se dire: «OK, quand, mon modèle d'affaires, il est celui-ci, avec, ma valeur, c'est celle-ci, la valeur que je vends, c'est celle-ci, le bénéfice que j'en retire, c'est ça, j'ai mes clients, j'ai mes fournisseurs, j'ai, de quelles ressources j'ai besoin d'un point de vue eau, déchets, matières et cetera». Et bien, revoir tout ce modèle-là au travers des principes que je vous ai parlé tout à l'heure et des actions que j'ai décrites brièvement tout à l'heure. Et comment, on peut sur chaque, élément de son modèle d'affaires, faire la transition vers plus de circularité et comment on peut, parler beaucoup mieux, échanger beaucoup mieux avec son réseau de valeurs. Voilà cette norme, ce qu'elle dit. On a une autre norme, qui s'appelle 59020 et elle qui porte spécifiquement sur les indicateurs, pour mesurer et évaluer sa performance circulaire, hein, parce que c'est bien de mettre en place des actions, mais à un moment donné, il faut caractériser tout ça, pour suivre effectivement si on parle de réduction, des matières qui rentrent dans mon usine pour, produire ce que j'ai à produire, eh bien, il faut que je le calcule. Donc il faut que je fasse une différence entre entrée de ressources et sortie de ressources, de façon à voir ce que j'arrive à boucler ou pas, ce que j'arrive à réutiliser, à récupérer, les pertes par exemple, les pertes de production, est-ce que j'arrive à les réintégrer dans ma production? Donc c'est tout ça, qui est l'objet de cette norme avec, des indicateurs, qui sont fondamentaux pour évaluer, la performance circulaire. Donc l'entrée des ressources, la sortie des ressources, l'énergie consommée, l'eau réutilisée et cetera et cetera. Et cette norme s'appuie sur les normes existantes quand elles existent en matière de méthodologie, de calcul, bien sûr. Et puis on a la norme qui a été publiée là, tout récemment, le 1er octobre en fait,
sur, la traçabilité et durabilité des matières secondaires, avec pareil des principes. Alors pourquoi on a fait cette norme? Cette norme, elle s'adresse aussi, aux relations nord-sud en fait, par rapport aux déchets des fois qu'on produit, dans les pays du Nord et qui se retrouvent dans les pays du Sud et qui sont, gérés souvent, par, des chiffonniers ou, des individus qui, je ne sais pas comment on peut traduire ça, individuals involved in subsistence activities, mais, c'est les waste pickers ou des voilà, des choses comme ça et donc l'idée, c'est de prendre en compte, la façon dont travaillent, ces gens-là, souvent dans des travaux du travail informel, pour voir comment on peut, mieux arriver à devenir, aller vers du travail formel et en les respectant bien sûr, sans casser le système qui existe, bien sûr, mais en s'améliorant au fur et à mesure pour que, les matières, secondaires soient, hem réutiliser et valoriser dans un meilleur environnement. Voilà, donc c'est clairement ça, cette norme-là. Il y a à l'intérieur, des, exigences d'un point de vue opérationnel sur la collecte, le tri, la logistique, des exigences organisationnelles, pour, dans un esprit plan, do, check, act, hein, à mettre en œuvre et puis des exigences de, traçabilité. Voilà globalement, les normes et j'en ai oublié une. Oui, voilà, elle est là. On a d'autres documents, qui aident, à la transition avec des retours d'expérience, mais ça, c'est pas traduit en français, hein, ni même cette norme-là, la 59014, elle n'est pas encore traduite. En tout cas, AFNOR l'a pas traduite, mais peut-être que vous, vous la traduirez, mais en tout cas, elle n'est pas traduite, en français à date. Et on a cette norme-là qui est en cours. Là, pour le coup, la traduction est en cours. C'est sur la fiche de circularité des produits, où là, l'idée, c'est d'avoir un cadre, d'échange de données sur un produit au fur et à mesure de, la chaîne de valeur. Parce que, par exemple, quand on fabrique un téléphone, ça va être, il y a plusieurs, une chaîne de fournisseurs, hein, bien sûr, pour arriver à fabriquer le produit fini et en fait, c'est au fur et à mesure de cette chaîne, quelles sont les informations que l'on partage, quant aux matériaux utilisés, leur recyclabilité, leur, recycler si ce sont des matériaux recyclés également et les matières qu'ils contiennent, dangereuses, pas dangereuses, de façon à la fin, de la vie ou avant la vie, être capable de le réparer. Qu'est-ce qui est réparable, pas réparable et d'étendre la durée de vie. Donc là, pareil, on a des exigences aussi dans cette norme, qui va donner lieu, à de la certification, très certainement et en tout cas en Europe qui est clairement en lien avec les données digitales, des produits en cours de réglementation. Alors la suite, hein, quelques mots sur la suite, ce qu'on va faire au sein de ce comité technique. Eh bien, on a des nouvelles propositions, actuellement qui sont à l'étude. Une proposition japonaise, qu'on va étudier la semaine prochaine, sur les réseaux de valeurs. Voilà, ça c'est une idée japonaise. Ils veulent voir comment, cette partie un peu à dimension, à la fois comportementale et culturelle, comment, on peut mieux, partager sur une chaîne de valeur, en fait. Heu, on a une proposition norvégienne, d'une norme, certifiable. Donc ça pourra arriver. Pour l'instant, c'est pas encore fait, on a juste la proposition et puis l'année prochaine, en début d'année, je veux lancer une grande enquête sur les 3 normes 59004, 10 et 20, la façon dont elles ont été comprises. Elles sont en cours de compréhension et les expériences en fait, récupérer des expériences de choses qui ont été mises en œuvre, sur l'ensemble des actions qu'on a vues, tout à l'heure, de réparation, réhabilitation, reconditionnement, recyclage, symbiose et cetera. Récupérer, des choses qui ont été mises en œuvre de façon, à pouvoir publier, je dirais, l'économie circulaire en action quoi, l'économie circulaire, dans la vraie vie. Au-delà des documents, ISO qu'on a et donc tout ça, ça devrait être prêt pour, l'année prochaine. On a notre prochaine réunion, en novembre, 2025, en Jamaïque, pour, travailler tout ça. Je tiens aussi à vous dire que, j'ai beaucoup insisté dans le cadre
de ces travaux, à avoir toujours des couples de pays qui gèrent les travaux, des associations de pays. Par exemple, la norme 59004 a été pilotée par le Brésil et la France. La norme 59010 a été pilotée par le Japon et le Rwanda. Voilà, je voulais toujours avoir des couples de pays de façon à ce qu'on entraîne tout le monde dans cette transition-là et être capable aussi de se rassembler dans des endroits qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir des réunions telles que celle-là. Donc, on a eu une réunion au Rwanda, on en a une au Brésil et la prochaine, c'est en Jamaïque. Voilà, donc cette enquête internationale pour nourrir potentiellement des révisions, mais aussi pour beaucoup mieux considérer les enjeux peut-être des petites et moyennes entreprises et pour considérer des exemples. Et si j'ai encore 3 minutes, je vais vous montrer quelques exemples, alors qui ne sont que des illustrations. C'est pas un état de l'art, mais ça peut donner quelques idées de choses qui sont faites à droite, à gauche. Donc on a notamment, au Burkina Faso, l'architecte, Diébedo Francis Kéré, qui a été reconnu d'ailleurs au prix au plus haut niveau international pour ses architectures qui intégraient, du biosourcé, qui intégraient les communautés locales, qui intégraient, la façon dont l'air passait et cetera et ça, finalement, c'est, des morceaux, vous voyez, d'économie circulaire appliqués, à ces bâtiments. Alors quelque chose aussi qu'on fait chez Veolia, j'en profite, on a mis en place une sorte de bon coin, c'est une plateforme, en fait, qui permet, à une usine qui n'utilise plus tel ou tel équipement, une pompe, un camion pour X raisons, du câble, une vanne pour X raisons, de le mettre sur cette plateforme d'échange et comme ça, quelqu'un d'autre chez Veolia, mais ailleurs, et qui aurait besoin pour X raisons parce que le cycle de vie de son actif est complètement différent, il a besoin à ce moment-là de cet équipement-là, eh bien, il y a ces échanges ainsi. Et ça nous a permis d'éviter des achats neufs. Ça nous a permis d'éviter certains, vous voyez, 69 tonnes de déchets. Et du coup, ça réduit un petit peu, très légèrement, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça c'est un exemple d'économie circulaire. Autre exemple, à nouveau dans la construction, c'est en France. J'ai pas pris d'exemple au Canada, mais je suis sûre que vous allez en trouver plein. Un exemple en France où, on a construit ce bâtiment qui est une ferme, mais qui a tout un tas d'usages différents, avec, des matières, déjà utilisées, en fait. Heu et qui accueille des personnes en insertion, qui fait de la permaculture, urbaine, enfin voilà. Donc mais tout ce que je vous montre là, c'est des choses, on se dit: «Ah bah oui, effectivement, c'est bien», mais c'est des petites expériences, en fait. C'est pas la généralité et c'est ça le problème. Pareil, dans certains, pays, en Afrique, le fait de récupérer, les bouteilles plastiques, vous voyez en bas là, les bouteilles plastiques et de les transformer en pavés, pour, faire, des chemins. Voilà, donc quand on sait le problème, des plastiques actuellement, bah, ça peut être intéressant d'avoir une solution de cet ordre-là. Pareil pour l'eau. Alors l'eau, on y pense moins, mais l'eau, c'est pareil. On a une façon de faire des boucles sur l'eau. Vous voyez, toujours en Afrique, en Namibie, à Windhoek, on a une station de traitement des effluents, donc des eaux usées, qui sont traitées à tel point qu'ensuite on reboucle et ça retourne dans l'usine, en tête d'usine de traitement d'eau potable et ensuite c'est en boucle, ça revient chez les habitants. Vous voyez? Donc il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça que je dis souvent que c'est pas forcément une question de technologie tout le temps, c'est juste une question de il faut y penser et il faut l'accepter sur certains territoires. Voilà et puis après on a des systèmes de collecte, et de consigne, pour tout un tas de choses, des systèmes de, fabrication de fibres, de vêtements, de fibres, recyclées en fait pour produire des vêtements. Et puis on a aussi des choses, alors qui sont, pareil des places de marché, digitales comme Vinted, mais qui peuvent avoir des effets rebonds.
Voilà, donc on va pouvoir, peut-être, en parler et puis, utiliser l'eau, différemment, savoir utiliser les sols pour les régénérer. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, mais vous aurez la présentation, il y a aucun souci. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, merci Catherine pour cette présentation riche en informations. Je pense que ça va susciter sûrement de grandes questions et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir passer justement à la période de questions. La toute première question provient de Caroline. Merci pour la super présentation. Une question pour ISO 59040. Quels produits sont visés en général ou spécifiquement? Alors, toutes les normes, pas que la 59 040, elles ont été faites, de façon, transverse, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent, à tout type de produit. Alors la 40 à tout type de produit. On est resté générique, pour, essayer d'embarquer en fait les gens, pour aller, vers ça. Mais après, il peut y avoir des déclinaisons, et que tel type de produit ramène, un indicateur en particulier ou quelque chose à suivre en particulier, dans l'ensemble de la fiche, et des données, produits. Mais c'est tout type de produit. Ça sous-entend que chaque territoire va être capable d'appliquer un petit peu en fonction des produits d'intérêt. Oui, absolument. En fonction de votre réglementation aussi, parce que je vous disais qu'en Europe, il y a le passeport digital qui est en cours de réflexion, enfin plus que réflexion, à la Commission européenne, et on va devoir effectivement, identifier, les données, en vue de recyclabilité des produits, de tous les produits. Mais ils vont commencer par les produits, type, les frigidaires, les télévisions, des choses comme ça, et puis ils vont continuer avec, les textiles et puis et cetera. Mais là, avec cette norme ISO, vous avez un cadre sur le sujet. Ok. Merci beaucoup, Catherine. Je t'invite, si tu veux, si tu ne nous vois pas, à enlever ton partage Si d'écran si maintenant tu je vous veux vois, il y a nous. pas de sou ouais, Ah, je vais bon, arrêter super. effectivement. Super. On a une deuxième question, puis après on prendra les premières questions. Je vous invite à lever la main d'ailleurs si vous avez des questions, puis on les prendra dans l'ordre. La seconde question provient d'Alex. Quelle est la contribution canadienne à ces normes 59 000? Ah! Alors, le Canada était présent, avec plusieurs personnes, pas des francophones d'ailleurs, que des anglophones. On avait des gens, alors une personne de Canadian Tire qui était là, et puis on avait des gens qui étaient issus, du monde académique. Mais voilà, je vous citerai pas les noms, exactement. Et en fait, la contribution, elle est, dans ces réunions-là, on pose sur la table le sujet et puis c'est au fur et à mesure des différentes réunions que chacun complète et chacun commente. Donc le Canada a eu l'opportunité de commenter les normes officiellement, parce qu'il y a des étapes de vote, très officielles, hein, qui ont des durées bien déterminées, et donc le Canada, comme les autres pays, était à même de faire commentaires, recommandations, propositions de changement, mais le Canada a voté pour l'approbation des normes. On va prendre, merci beaucoup, Catherine. On va pouvoir prendre la question de Hortense, puis on passera avec la question de Natacha. Oui, bonjour Catherine, merci pour la présentation. Je peux aller voir dans la norme, mais sur la question la 59 020 sur les indicateurs, enfin la mesure et l'évaluation, est-ce que dans les exemples que vous avez présentés sur la diapo, c'est des indicateurs, comme vous disiez, fondamentaux, donc de la donnée sur certains flux, ce qui rentre, ce qui sort. Mmh. Est-ce que vous avez considéré des indicateurs agrégés? On voit Circle Economic a quand même une méthodologie pour un indice de circularité. Est-ce qu'il y a des enjeux à agréger ces données-là? Parce que ça, Mmh. ça simplifierait pas mal l'évaluation si on en avait. Ouais, ouais, ouais. Alors, bonne question, hein, très bonne question. En fait, non, on n'a pas voulu aller vers un indicateur, agrégé, Ok, comme, les émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent. ouais. On n'a pas voulu faire ça, parce qu'en fait, quand on a commencé le travail il y a 5 ans, c'était pas encore, enfin, c'est même toujours pas, vraiment, n'est pas robuste. Donc on s'est dit: «On va plutôt, faire en sorte qu'on ait au moins des indicateurs sur les ressources, avec des indicateurs énergie, des indicateurs eau, plus des indicateurs économiques, mais par exemple la productivité en matière de ressources, mais hem
le message aux gens, c'est de dire il faut ces types d'indicateurs, les calculer, mais on n'en fait pas un seul indicateur pour le moment. Peut-être que dans la révision, on ira vers ça. Mais après, c'est compliqué hein, parce ça veut dire qu'on va commencer à comparer les gens ou les entreprises sur la base de choses qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Voilà, donc je réponds moyennement à la Oui, question, ça, mais en tout cas, pour ça l'instant, c'est éclaire ça. les enjeux, en tout cas, ouais. Merci. On va prendre la question de Natacha, puis on passera à celle de Daniel. Est-ce que l'on pense à des certifications? Oui, on y pense. Alors, on y a pensé même les 2 dernières années de travail, mais aujourd'hui, les normes que je vous ai présentées, en tout cas 59004, 10 et 20, n'ont pas été écrites avec des exigences qui donnent lieu à de la certification. Ça, c'est un travail qu'on va faire, qu'on va certainement commencer maintenant, une fois que l'enquête, elle aura produit ses effets. Et pourquoi on n'a pas voulu faire de la certification tout de suite? C'est parce que, encore une fois, on a commencé le travail en 2019 et ça a été tellement dur déjà de se mettre d'accord sur la définition de l'économie circulaire, parce que là, vous voyez quelques phrases comme ça, mais en fait, on a passé notre vie là-dessus. Et donc, à un moment donné, et puis dans la norme, il y a 70 définitions différentes aussi, il y a tout un tas de choses qui sont définies. Donc, ça a été tellement dur déjà de faire ça que moi, je voulais pas qu'on se prenne la tête pour le moment avec la certification. Je voulais qu'on publie le plus rapidement possible des textes de façon à donner cette connaissance commune, cette compréhension commune déjà de ce qu'est l'économie circulaire. Et dans un deuxième temps, on va vers la certification. Donc ça, c'est valable pour la 59 004, 10 et 20. Par contre, pour la fiche de données circularité produit, là, oui, il y a des choses de certification. Et puis, vous avez vu aussi dans les travaux à venir, il y a les Norvégiens qui veulent faire une norme de management, un peu comme on a l'ISO 14001, vous voyez, management environnemental. Ils veulent faire une norme de management économie circulaire, donc ça veut dire certification, donc on est en train de réfléchir là-dessus. Je répondis parce que Natacha a mis une sous-question à sa question. Elle Ah, demande d'accord. comment vous nous conseillerez d'aborder ces normes auprès des entreprises, puisque Natacha, elle, travaille en développement économique de la ville. Ok. Faire de la connaissance déjà, porter à connaissance en faisant des présentations comme ça, de dire qu'est-ce que c'est vraiment que l'économie circulaire. Et peut-être, au-delà de ça, de se dire, si vous êtes au développement économique de votre ville, se dire dans ma ville, finalement, quels sont les métiers qui pourraient être développés autour de l'économie circulaire? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de réparations. Est-ce qu'il y a on peut orienter l'économie de la ville autour de la réparation? Donc, il y a tout un tas de métiers comme ça, de reconditionnement et autres qui peuvent être développés. Mais peut-être la première chose, c'est faire connaissance, enfin, proposer des webinaires, proposer des discussions, voir comment les gens comprennent ça. Et puis voilà. Une question de sensibilisation pour s'approprier Ouais, ces sujets. ouais. Daniel, je te laisse poser ta question. Ah, Daniel n'est pas encore sûr. Il y a le micro à activer, mais... Coupé. Ouais. Daniel, on t'entend pas? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah, je crois qu'il a un petit problème. Euh, OK. Là, vous m'entendez? Ferme ton oui, micro aussi, s'il te plaît. Oui. Là, il y a comme un double micro. il faut que vous enleviez, je pense, le son qui provient Bon, là, de c'est l'autre bon? ordinateur. En fait, vous m'utilisez. Bon, on va passer à la suite, puis on va la refaire. On a une question d'Alexandra qui vous remercie pour la présentation. Quelles normes sont obligatoires ou vont le devenir dans les prochaines années? Ah, pour l'instant, aucune. Et en fait, elles sont obligatoires si votre réglementation canadienne les intègre dans sa réglementation. Si je prends ce qu'on fait au niveau européen, mais ça vaut ce que ça vaut, hein, au niveau européen, en fait, on a donc ces normes-là, mais on a une réglementation aussi qui est en train d'être réfléchie depuis déjà quelques années, qui s'appelle le Green Deal, et qui a un plan d'action économie circulaire, et donc qui pousse les indices de réparabilité,
qui vient de sortir des réglementations aussi sur les indicateurs. Donc tout ça, c'est en lien, en fait, si vous voulez. C'est un mouvement un peu global pour faire en sorte que les gens s'y mettent. Et après, si la réglementation considère que les normes ISO peuvent être citées, et bien à ce moment-là, elles deviennent elles ont un caractère d'obligatoire. Et pour les entreprises, par exemple, ça peut être, moi, quand je fais mon service achat chez moi, peut dire, on peut travailler avec nos fournisseurs pour aller vers reprendre des éléments de la norme et aller vers plus de produits recyclés, plus de choses comme ça, ou plus d'approches performantielles pour réduire la possession et augmenter l'usage. Parce qu'il y a des choses, nous on a des usines, dans les usines on a des pompes et peut-être que, ou des fois on a besoin de certains types d'équipements, mais pas que ponctuellement, et plutôt que de les acheter, on peut peut-être les partager avec nos voisins. Enfin voilà, il y a tout un tas d'autres choses à penser. Donc, c'est vraiment une question de s'approprier un petit peu ces normes et chaque pays en fait est libre de se l'approprier de la manière dont Ah il oui, ça c'est sûr. Mais il faut demander au Standard Canada normalement ils devraient reprendre cette norme dans leur collection nationale, enfin dans votre collection nationale. Donc ça veut D'accord. dire que là il y a déjà quelque chose et il faut aller de l'avant. De toute façon, on n'aura pas le choix, hein, vu le changement climatique, la biodiversité qui décroît, etc. Ça va devenir obligatoire. Je vais laisser la parole à Daniel pour la suite. Vous m'entendez là, cette fois-ci? Oui. Oui, bon, alors, enchanté déjà, Catherine, Daniel Normandin. Je suis le directeur du CERIEC et puis directeur exécutif du réseau de recherche en économie circulaire. Juste mentionner déjà, bon, le Québec est engagé en économie circulaire depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et on avait travaillé, nous, de notre côté, à formuler des définitions et puis un cadre conceptuel sur l'économie circulaire. Évidemment, tout ça va changer avec les nouvelles normes. Là, on va éventuellement comment dirais-je, se converger vers vos travaux. J'avais comme trois questions, je ne sais pas si j'ai le temps, mais bon. La première, c'est nous, on amorce un travail sur la biodiversité, en fait, le lien entre l'économie circulaire et la préservation de la biodiversité. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus jusqu'à présent. L'idée, c'est de développer un peu une espèce d'outil de prise de décision. Si on augmente les circularités d'un territoire, par exemple, ou d'un secteur particulier, quel est l'impact positif, en tout cas on l'espère, on le souhaite, sur la préservation de la biodiversité. Donc, est-ce que à ISO, on a travaillé déjà ou réfléchi peut-être à des indicateurs de biodiversité qui pourraient être utilisés, qui pourraient converger? Alors, en lien direct avec l'économie circulaire, non, puisque les principaux indicateurs qu'on pousse, c'est sur les ressources, les Ouais. matières, l'eau, l'énergie, voilà, des choses comme ça. Par contre, on dit qu'il faut absolument, quand on met en place des actions d'économie circulaire, il faut régénérer les écosystèmes. Donc, Ouais. ça a un lien, mais on n'a pas d'indicateur sur le sujet. Cependant, je sais qu'il y a un comité ISO sur la biodiversité. Ouais. OK. Et donc, peut-être qu'il réfléchit à ça, il faut regarder, ça, moi, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui, au niveau international, essayent de poser ce type de choses et je pense qu'ils vont réfléchir aussi à ces indicateurs. Savez-vous s'il y a des prétentions de convergence entre les deux initiatives ISO, biodiversité et économie Oui, circulaire? oui, Ouais. oui, j'ai rencontré mon homologue en fait qui gère le comité technique biodiversité. Ouais. Donc oui, on a commencé à discuter, mais pour l'instant, on n'a rien fait. On a juste, D'accord. on sait qui on est et voilà. Sachez que c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. On a réuni deux communautés de chercheurs, en fait, ici, pour travailler là-dessus. Communauté de biodiversité, communauté de chercheurs économie circulaire. Donc, si vous avez Ah ben, des discussions que vous aimeriez engager avec nous, on serait très, très partant. Donc, première ah chose. ben, ouais, ok. Quand vous parlez de votre enquête, en fait, à partir de 2025, je voulais juste mentionner que juste au Québec, il y a plusieurs milliers d'initiatives de circularité, en fait. À la fois, bon, Montréal et ses couronnes, là, qui réunit quand même à peu près la moitié de la population du Québec, mais on retrouve des initiatives aux quatre coins du Québec dans à peu près
toutes les stratégies de circularité là, évidemment, qui composent l'économie circulaire. Donc, si jamais vous avez besoin je dirais, d'exemples, n'hésitez pas à nous revenir. Ça nous fera Ah plaisir de bah vous oui, expliquer. ouais. Ouais, ouais, avec plaisir, parce que l'idée, c'est de capter, alors des exemples, oui, mais alors des milliers, ça va être beaucoup, mais quelques exemples Oui, vraiment oui, intéressants, et ce, dans l'ensemble des pays. oui, Voilà, parce on veut croiser un peu les approches et voir ce qui se fait en Afrique du Sud, comme ce qui se fait au Canada, comme ce qui se fait oui, ailleurs, pour croiser vraiment tout ça. Et parce que l'idée derrière, c'est de faire voir à ceux qui ne le font pas encore oui. que c'est pas forcément si compliqué, que ça existe, et voilà, c'est une question peut-être de mise en relation et D'accord. de démontrer que ça marche. On mettra dans le chat, de toute façon, le lien. On a un site qui s'appelle Québec circulaire qui réunit une bonne D'accord, partie de ces initiatives. Ce n'est pas exhaustif, mais ça en réunit quand même beaucoup. OK. Ma troisième question, en fait, c'était par rapport justement au passeport digital de produits. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai participé à quelques séminaires par l'organisation qui s'appelle GS1, que vous connaissez peut-être, qui est basée à Mmh. Paris, et qui, en fait, œuvre à mettre sur pied, en fait, ce passeport numérique. Et je me demandais jusqu'à quel point, justement, il va y avoir une convergence, encore une fois, entre ISO et je dirais, ses objectifs de traçabilité et le passeport numérique. Est-ce qu'un va vraiment être intégré dans l'autre? Alors, Deux initiatives parallèles qui tentent de créer des liens ou, autrement ouais, dit, est-ce alors qu'il y a vraiment des représentations de façon officielle entre la Commission européenne et puis ISO, par exemple, là-dessus pour faire converger les façons de faire? oui, 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 vous avez raison de pointer ça. En fait, donc dans les pays qui participent, à l'ISO économie circulaire, bah, il y a tous les pays européens Ouais, quasiment. Donc, quand on écrit, ou quand les Européens poussent des choses, c'est parce que, leur propre réglementation est en accord, et voilà, donc les liens sont là. Après, qu'il y ait des initiatives un peu partout, moi je trouve ça super en fait, parce qu'il n'y mhm, a pas une seule façon de penser les choses. Il y a différents angles d'attaque. Par contre, il faut un minimum effectivement de parallélisme des formes, mais voilà, qu'il y ait des initiatives un peu partout, c'est très bien. Et l'idée là, vraiment, c'est de mettre dans la tête des gens que plus on sait des choses sur ce que contiennent un produit en termes de matériaux et autres, et mieux on sera pour envisager ses réparations, envisager son reconditionnement, envisager sa fin de vie dans des conditions sécuritaires correctes. ouais, Voilà, ouais. donc c'est vraiment, et on est, même s'il y a des choses qui se sont faites à droite à gauche, on n'est pas là-dedans encore, en fait. Même si on a plein d'exemples de circularité, on n'est pas là-dedans, puisque notre monde fonctionne principalement de façon linéaire. Sinon, on n'aurait pas tous ces problèmes-là d'un point de vue limite planétaire. Donc faut pousser ces choses-là pour qu'elles imprègnent le plus possible nos systèmes économiques. D'accord. Ben, peut-être, je me permets une dernière petite intervention. Mais est-ce qu'il va y avoir éventuellement une espèce de congrès ou un événement qui va peut-être justement faire le point sur l'appropriation de ces normes-là au niveau international d'année en année, là? Est-ce que c'est dans les quatre... Euh, alors, écoutez, je ne sais pas encore. Moi, je suis nommée jusqu'au fin 2025 sur ce poste-là, de présidente du comité technique. Donc après, peut-être il y aura certainement quelqu'un d'autre. Après, tout dépend de la volonté aussi des membres, hein, Ben oui, parce ouais. que ce qu'on fait, on ne le fait pas. Enfin, là, l'enquête, j'ai poussé pour qu'elle soit lancée, parce que Mhm. normalement, à l'ISO, on ne fait pas ça, mais j'ai poussé pour qu'elle soit lancée. Et puis après, si le Canada veut faire quelque chose, alors c'est pas le Québec, hein, là, c'est vraiment le Canada qui doit proposer quelque chose, mais peut-être que le Québec influence SCC, les Standards Canada. Mais si Standard Canada décide de lancer quelque chose, bah, il m'en fait la demande, et Mhm. après, on voit avec l'ensemble des membres si ça passe. Voilà. Donc c'est comme ça que, que les choses se réfléchissent. Et pour faire un événement, pour suivre au fur et à mesure, oui, ça serait bien de suivre au fur et à mesure du temps les normes, si elles sont appliquées, etc. Je pense que ça va se voir assez rapidement en fonction de si elles sont achetées beaucoup ou pas achetées beaucoup. Voilà, Ouais, déjà. ouais, ouais. Ben, en fait, juste pour votre information, on fait un congrès canadien sur l'économie circulaire en avril prochain. C'est le deuxième, en fait, au niveau canadien. Et puis, Parfait.
On discutera assurément de normes ISO. Ah bah oui, oui, On est oui, en train oui, il de faut. construire la programmation, donc vous allez sûrement en entendre parler dans les prochaines Ah bah semaines. oui. Ouais, Et puis vous pouvez vous reposer sur les membres canadiens qui ont contribué au niveau ouais, international, hein, ouais, ouais, d'accord. Je vous remercie. merci. Alors, on a quelques commentaires. Une question de Stéphanie Jagou, notamment. Quels sont les critères de sélection des initiatives mises de l'avant dans cette vitrine de circularité internationale? Il serait dommage et contre-productif que des vraies fausses bonnes idées s'y retrouvent. Un comité est-il en charge? Et parmi les autres critères, on pourrait peut-être imaginer la reproductibilité, la mise à l'échelle, les impacts sociétaux, avec une grille de lecture en cohérence également avec les objectifs de développement durable. Et oui, bah, vous avez tout dit. Vous avez tout dit effectivement, là, cette enquête qu'on veut faire pour collecter, des belles expériences et des bonnes illustrations de ce qu'est l'économie circulaire, il va falloir effectivement qu'on 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 les fasse passer à travers une grille. Donc cette grille, c'est tout ce que vous avez dit est bien. Donc on va voir comment, pour éviter les fausses bonnes idées, effectivement. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, hein. Cette enquête, on vient juste de commencer. En fait, j'ai eu la première réunion là, juste avant vous, tout à l'heure. Donc on vient juste de commencer le sujet. Et on va caractériser ça là d'ici à janvier pour être en mesure de faire cette enquête à partir de février-mars et dépouiller après les résultats. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va passer tout ça au travers d'une moulinette, d'une grille, pour ne capter que les meilleurs exemples. Et encore une fois, si le Canada veut faire partie de tout ça, de tout ce travail-là de réflexion, c'est tout à fait possible, hein. Nous, on s'adresse. Alors, mon point d'entrée, vous l'avez compris, ça, hein, c'est SCC. J'ai plus je vais vous dire le nom au lieu de dire SCC à chaque fois. Standards Council of Canada. Voilà, moi je m'adresse à eux et après c'est eux qui sont en charge de diffuser largement au Canada pour savoir qui est intéressé pour participer. Mais tout ce que vous avez écrit, vous l'avez écrit dans le chat, hein, tout ça, tous les critères, là, c'est super. Oui, effectivement. Donc, ça va dire que le travail n'est pas facile. Alors, on a une autre question que j'avais un petit peu oubliée. Excusez-moi, Alice. Merci pour la présentation. L'élaboration de ces normes a nécessité la collaboration de nombreux pays et donc probablement Ouais. de nombreuses approches culturelles à l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a des écarts majeurs dans ces approches qui ont été identifiés? Et si oui, comment est-ce que cela a été pris en compte dans l'élaboration des normes? Ok. Alors oui, on était des gens de cultures différentes, effectivement. Eh ben, il y a pas eu tant de gros écarts que ça. Alors si, il y a un écart en particulier, enfin une différence de point de vue en particulier qui me vient à l'idée tout de suite là. C'est la valorisation énergétique. Donc la valorisation énergétique, ça veut dire qu'on brûle de la matière pour en produire, donc ces incinérateurs, hein. On brûle de la matière, des déchets, des choses qu'on considère comme déchets, mais qui ne le sont peut-être pas. Et pour en pour en récupérer de l'énergie et puis alimenter en chauffage urbain ou produire l'électricité ou que sais-je. Donc ça, ce point-là précisément, ça c'était un fort point de tension parce que la plupart des gens considèrent que on ne peut pas faire ça quand on parle d'économie circulaire, parce qu'il faut valoriser la ressource, la matière, et que quand on la brûle, on la détruit, même si on fait de la récupération énergétique. Voilà, donc ça c'était vraiment un gros point qui, à force de discussion, a fini par être intégré, parce qu'il y a toujours les votes des pays, hein, à chaque fois pour dire qui est pour, qui est contre. Donc, qui finalement a été intégré comme une des actions possibles d'économie circulaire, mais tout à la fin. Donc, il y a une sorte de hiérarchie aussi des actions. Sur une des diapos, il y avait refuser, refabriquer, etc. Et la valorisation énergie est vraiment tout à la fin. Donc, il y a quand même une certaine idée de hiérarchie dans la valorisation des ressources. Voilà, ça c'est un des points principaux que j'ai en tête. Voilà, sinon, non, on est arrivé quand même au fur et à mesure des discussions à se mettre d'accord.
vous parliez justement de principe de vote des différents pays. On est sur un principe de majorité. Comment est-ce qu'on accepte après un terme plutôt qu'un autre? Alors, on est sur un principe de un pays, une voix. Donc, la voix du Canada porte autant que la voix des États-Unis ou que la voix du Ghana. Un pays, une voix. Et on a des petits groupes de travail. En fait, on avait un groupe de travail principal qui s'occupait de rédiger la 59004, là, celle dans laquelle il y a des définitions, les principes et les actions, qui s'est réuni un nombre de fois incalculable, hein, et qui, pour certains points particuliers, créait des petits sous-groupes qui avaient pour charge, dans un délai de 2 mois, d'écrire telle ou telle définition. Et après, c'était vu avec tout le monde. Et puis, quand il y avait des problèmes, qu'on n'arrivait pas dans un groupe de travail à faire les choses correctement ou on n'arrive pas à une solution, en fait, on passait ça après à un niveau supérieur avec l'ensemble des groupes de travail et que du coup, je pilotais moi et on mettait sur la table les options et il fallait que... Il faut tout le temps mettre un peu d'eau dans son vin, hein, comme on dit ici, mais parce que c'est pas un qui a raison face à l'autre. Voilà. Donc, il faut accepter les idées des autres et il faut arriver à faire quelque chose qui est quand même de la valeur. C'est pas des normes au rabais. Il faut quand même avoir une certaine qualité. Moi, j'étais garante de ça, une certaine qualité, mais tout en acceptant aussi les différents pays et les différentes maturités des pays. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de normes de transition et qu'on ne dit pas ce que vous faites c'est bien et ce que vous faites c'est pas bien. Non, il y a un chemin à parcourir et vous êtes à un certain endroit sur ce chemin, mais vous avez toujours des améliorations à faire. On vient d'obtenir une question. Je pense qu'on va malheureusement pouvoir en traiter seulement une vu le temps qui reste. Je pense que si tu peux la traiter très rapidement, Catherine, pour Oui, pouvoir déjà te laisser partir. Dans la définition des indicateurs, est-ce que les indicateurs mis de l'avant par le GRI, mais également les indicateurs d'ESG ont été pris en compte? oui, oui, oui. Le travail a commencé avec, en 2019-2020, un balayage complet des indicateurs existants à ce moment-là, sur ces histoires de ESG, etc. Donc, et avec les gens qui étaient autour de la table, qui avaient connaissance de leurs indicateurs dans leur propre pays. Donc oui, il y a eu ce travail-là. Il y a une petite mise à jour qui a été faite à un moment donné, mais voilà. Oui. Grand merci Catherine, hein. C'était riche en informations. Ça a suscité, comme tu l'as vu, beaucoup, beaucoup de questions de la part de la population du Canada et notamment du Québec. Je pense que ces normes, je rappelle qu'elles sont en accès privé, mais que pour nos collègues, notamment chercheurs, vous pouvez en faire la demande auprès de vos institutions. C'est notamment ce que nous, on a fait à l'ETS. Ça peut être intéressant, notamment pour que les étudiants aussi puissent éventuellement les consulter. Merci à tous et à toutes pour d'avoir participé à ce webinaire. Je vous rappelle que toutes les informations sur nos prochaines activités sont disponibles sur notre site web. Un grand merci à toi, Catherine. C'était Merci de votre très écoute, hein, intéressant. et des questions. On a la chance d'avoir un public qui est très, très intéressé par tous ces sujets-là. Je pense que tu as pu le Ouais. ressentir. Et pas un sujet simple, hein. Non, pas un sujet simple. En tout cas, merci à vous tous. C'était un plaisir. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Catherine. Merci, au revoir.